Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo avec la fédération Sudrail. Aujourd'hui on est avec Fabien Villedieu qui est secrétaire fédéral de Sudrail et on va aborder la concurrence et notamment la concurrence dans les transports de marchandises. Alors avant de commencer à vous expliquer un petit peu ce qu'il en est pour le fret ferroviaire, je tenais à vous introduire et vous faire un petit rappel sur l'historique de la SNCF. Alors la SNCF, c'est quoi? C'est une entreprise publique ferroviaire française qui a été créée en 1938 et en fait elle a regroupé les compagnies de chemin de fer qui existaient à cette époque. Alors il faut savoir qu'il y avait de nombreuses compagnies ferroviaires et qu'il n'y avait aucune cohérence pour l'organisation du transport ferroviaire en France de par la multitude de ces compagnies. Et au fil des années, donc la SNCF, à partir de 1938, elle a connu une multitude de restructurations, réorganisations, et toutes ces réorganisations et ces redécoupages, ils nous conduisent à ce qu'est la SNCF aujourd'hui et depuis 2020, c'est-à-dire que la SNCF, c'est une société anonyme à capitaux publics qui est composée de 5 sociétés. On a la société mère, on a SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, SNCF Voyageurs et SNCF Fret. Ces 5 sociétés ainsi que Géodis et Keolis et l'ensemble de leurs filiales, eh bien ça forme ce qu'on appelle le groupe SNCF. Je pense que là-dessus, Fabien, tu as des choses à nous dire et tu voudrais bien compléter. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de collègues pensent pas que les collègues d'ailleurs, pensent qu'on a nationalisé la SNCF en 1938, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire on a unifié les compagnies ferroviaires, on a créé, le Front populaire d'ailleurs a créé la SNCF en 1938, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État était majoritaire à 51%, mais les compagnies privées, elles ont gardé leurs actions, 49% des actions ont continué jusqu'en 1982. C'est-à-dire que la nationalisation de la SNCF qu'on connaît aujourd'hui, ça ne date que 1982. Les premiers trains et les premières compagnies privées, c'est 1830. C'est-à-dire qu'il a fallu 150 ans pour qu'on puisse enfin créer la SNCF qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est fait facilement. Voilà. Les anciens, ils en ont un peu chié, passez-moi l'expression, pour créer cet outil public. C'est pour ça que je dis, voilà, ça vaut la peine de se battre pour la garder. Pour ce qui est du fret, pour parler plus précisément du fret, et c'est vrai que les premiers trains, les gens pensent que quand on pense train, on pense voyageurs, mais les premiers trains de ferroviaire, c'était des trains de fret. Et dans les années 20, au début du siècle, 80% des marchandises n'étaient pas transportées par des camions, mais étaient transportées par des trains de fret. C'est-à-dire que les trains de fret étaient largement majoritaires. Il y a eu un déclin, et d'ailleurs souvent les libéraux nous disent, regardez, le déclin du fret date avant la libéralisation du chemin de fer de fret, qui date de 2003. Et c'est en partie vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une concurrence qui s'est faite entre le train, pas entre le train eux-mêmes, mais entre le train et la route, depuis les années 20. Et la route a pris de plus en plus de poids. Et pourquoi la route a pris de plus en plus de poids et pourquoi le fret s'est au fur et à mesure pété la gueule pour passer de 80% des marchandises transportées par les trains dans les années 20 à aujourd'hui, on est en dessous de 9%. Voilà. Parce que justement, la route bénéficiait d'avantages compétitifs que n'avait pas le train. La première raison, en dehors du fait qu'il y a eu une désindustrialisation en France, notamment plus de mines de charbon, donc il n'y avait plus besoin d'avoir des trains de charbon comme il existait à l'époque, la métallurgie qui s'est pété là un petit peu la figure, donc toutes les matières industrielles qui étaient assez propres au train, c'est-à-dire les charges lourdes, ont en partie diminué. Donc ça a été évidemment, ça n'a pas aidé au développement du fret ferroviaire. Mais ce déclin aussi est dû en partie parce que dans les années 90, qui a accéléré le déclin de fret SNCF, on a ce qu'on appelait la libéralisation du camion. Voilà. Avant, il n'y avait pas de camions de l'Est qui venaient en France. Voilà, les frontières étaient fermées et puis il y avait une réglementation qui faisait qu'ils ne pouvaient pas rouler en France. Tout ça, on a ouvert les frontières, ce qui est plutôt une bonne chose, mais par contre, on a cassé les conditions de travail, on a complètement libéralisé, ce qui fait qu'avec le dumping social, aujourd'hui, et vous regardez, il y a à peu près 4 camions sur 10 en France qui sont transportés par ce qu'on appelle des pavillons étrangers. Pavillons étrangers, c'est-à-dire ce sont des camions étrangers. Et en fait, c'est cette libéralisation et ce dumping social au niveau des chauffeurs routiers qui a cassé le prix en fait
du transport de marchandises en France et qui a affaibli Fret SNCF. Et aujourd'hui, les nouveaux, moi je dis souvent, les nouveaux esclaves modernes dans les transports sont qui? Ce sont les chauffeurs routiers. Voilà, ils partent une semaine, 15 jours, ils dorment généralement soit dans leur camion et le week-end, ils se retrouvent à vivre dans des conditions déplorables dans les parkings des autoroutes. Enfin, c'est la catastrophe. Donc ça, face à cette concurrence des chauffeurs routiers, notamment des chauffeurs routiers dits de pavillon étrangers, donc en gros les chauffeurs routiers polonais, lituaniens, voilà, des pays de l'Est, et ben, fatalement, ça a donné un coup. Par ailleurs, à ce dumping social, ça a accompagné un non-respect de la réglementation. Les gens ne le savent pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un quart, c'est-à-dire 25% des contrôles routiers des camions donnent à une amende. C'est-à-dire qu'ils sont en infraction sur un quart des contrôles. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas respecté le temps de conduite, soit parce qu'ils n'ont pas respecté le poids total à charge. Voilà, les camions, ils ont des poids total à charge, et ce qui peut être très dangereux. L'essieu peut casser, ou le pneu peut éclater quand vous ne respectez pas le poids total à la charge et donc entraîner des accidents et des accidents graves. Donc voilà, donc il y a également une espèce d'anarchie, mais vraiment totale au niveau des chauffeurs routiers, notamment des chauffeurs routiers de l'Est qui ne respectent pas la réglementation. Et le problème, c'est que nous, dans le ferroviaire, on respecte la réglementation. On est obligé de respecter la réglementation. Il n'y a pas un train limité à 1500 tonnes qui partirait avec 1600 tonnes. Voilà, vous imaginez s'il y avait un accident, ça serait hyper grave. Donc on a, face à cette concurrence où d'un côté, en gros, on s'en bat les steaks de tout, on ne respecte rien, y compris les temps de conduite, les temps de pause, le poids total à charge. Et de l'autre côté, on exige une réglementation, et c'est plutôt bien. Voilà, donc ça a contribué à faire baisser la part modale des transports marchandises voilà, sur le train. Ok. Donc en fait, là, tu es en train de nous expliquer que le camion, via la dérégularisation, c'est beaucoup plus avantageux que le transport ferré. Et pourquoi on ne transporte pas tout par camion alors si c'est si avantageux que ça? Eh bien parce qu'en fait, le camion, il a réussi à faire ce qu'on appelle des externalités négatives. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui paye ses coûts, mais c'est la collectivité. C'est quoi les externalités négatives? Quand vos camions empruntent les routes, et quand vous avez des 44 tonnes, ça use. Enfin, les routes, elles ne sont pas usées par les voitures. Les routes, elles sont usées par les camions. Donc ça dégrade l'infrastructure. Et bien, qui répare cette infrastructure? Eh bien, c'est la collectivité locale. Ce sont l'argent des impôts. Ce qui n'est pas le cas dans le ferroviaire. Le ferroviaire paye son infrastructure. Les contribuables contribuent très peu au financement de l'infrastructure. Donc, vous avez un mode qui est routier, qui ne paye pas son infrastructure, un autre mode ferroviaire qui, lui, paye son infrastructure. Et autre chose qui fait que tout le monde a à perdre, c'est la pollution. Enfin, on parle de pollution, de changement climatique, des problèmes de pollution, des gens qui sont malades, voire des gens qui meurent à cause de la pollution. 30% des gaz à effet de serre sont dus au transport. Et sur ces 30%, il y a 40% de ces 30%, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ce n'est pas la totalité, 40% de ces 30%, ce sont les camions. Voilà. Okay. Donc, ce qui pollue beaucoup dans la route, quasiment à moitié, ce sont les camions. Et donc ça a un coût pour la collectivité. Les gens qui sont malades, les gens qui meurent, ça a un coût pour la collectivité, mais ce n'est pas du tout pris en charge. Alors que le train, lui, la plupart des trains sont des trains électriques, ça ne coûte rien en termes de pollution et en termes de dégâts pour la collectivité. On parle des accidents. Aujourd'hui, enfin moi j'ai les chiffres de 2022. Les chauffeurs routiers, les poids lourds, sont à l'origine de 408 morts en 2022. 408 morts. Ça fait un peu plus d'un mort par jour. Alors c'est évidemment une situation atroce humaine. 2955 accidents blessés. Pas accidents, blessés. C'est-à-dire, et certains blessés à vie. Ben, tout ça, évidemment, c'est un drame humain, mais c'est même un drame pour la collectivité, parce que les gens blessés, c'est la sécurité sociale qui finance. Une fois que vous êtes blessé, vous avez un bras en moins, une jambe en moins, et ben, en termes de productivité, tout ça. Donc tout ça, c'est financé par la collectivité. Donc toutes ces externalités négatives ne sont pas payées par les chauffeurs routiers, où en fait, c'est open bar, ils font ce qu'ils veulent. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on essaye d'expliquer, et je pense que les gens sont assez... quand vous faites des sondages, les gens sont d'accord. Il faut moins de camions,
plus de routes parce que les gens se rendent compte que ça pollue, ça fait des accidents, c'est pas bien pour la planète. Donc quand on voit tout ça là et au regard de ce que tu nous expliques, on se rend compte que le train, ça va être difficile qu'il puisse concurrencer la route. Donc comment on fait pour faire plus de trains et moins de camions pour qu'on ait des marchandises donc, qui soient transportées de manière plus sécuritaire et plus écologique? Eh ben, ils avaient inventé un système pour rééquilibrer le marché en disant si on laisse faire le marché, il n'y aura plus de trains, il n'y aura que des camions. Pour rééquilibrer, ils avaient décidé d'augmenter des taxes sur les poids lourds. C'est la fameuse écotaxe. Ah ouais. Voilà. Cette écotaxe a été abandonnée en 2014 et c'est une connerie. C'est une connerie. Ce qu'il faut savoir, et les gens ne le savent pas, il y a que 2 pays en Europe, dans l'Union européenne, qui n'ont pas d'écotaxe, c'est l'Italie et la France. Ah ouais. Voilà. Tous les autres pays, vous prenez la Suisse, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Espagne, ont des écotaxes. Ce qui permet justement, des écotaxes, qui permet de financer le ferroviaire, mais surtout de rééquilibrer un peu, parce qu'autrement, si vous ne faites pas ça, eh ben, vous tuez le fret et vous n'avez que des camions. Autre mesure, c'est des aides, des subventions qui sont faites, notamment des subventions aux wagons isolés. Voilà, wagons isolés, c'est très simple. Vous avez un train, il y a les trains lourds. En gros, il y a 2 grandes familles dans les trains lourds, mais ça, vous les avez pour les grosses entreprises qui ont besoin des trains de 1500 tonnes. Mais il y a plein de petites entreprises qui aimeraient passer par le train, donc ils ont besoin de 1 ou 2 wagons. Voilà, et ça, c'est du wagon isolé. Eh bien, le wagon isolé, si vous ne l'aidez pas, ce n'est pas concurrentiel face au chauffeur routier. Parce que pour faire un wagon isolé, vous avez un locotracteur dans un faisceau qui compose votre train, donc ça prend une bonne journée. Vous avez votre train qui part, qui va dans un autre triage. Vous avez besoin d'un autre locotracteur qui décompose le train et qui amène jusqu'au client, jusqu'au chargeur. Donc en fait, ça prend 3 jours. Le chauffeur routier, lui, en 3 jours, il a fait 4 fois l'aller-retour. Ouais, voilà. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut aider le wagon isolé. Aujourd'hui, il y a 170 millions d'euros qui sont donnés annuellement pour aider le wagon isolé. Le gouvernement s'était engagé à aller jusqu'à 200 millions d'euros. Donc, il manque encore 30 millions d'euros. Et aujourd'hui, des retours qu'on a, c'est que ces 30 millions d'euros, vu que c'est restrictions budgétaires, en veux-tu, en voilà, ils ne sont pas sur la table et vous verrez que ça a manqué sur les suites du fret qu'on va avoir d'ici peu. D'accord. Donc on voit que le fret, là, il va être... alors j'ai entendu hier dans les auditions parlementaires par Monsieur Farandou, notre président, que ce qui attendait le fret, ça allait être une souffrance. Hein, il parlait carrément de souffrance pour ce qui allait arriver au fret SNCF. Toi, Fabien, qu'est-ce qu'il en est de ton point de vue de la liquidation et à quoi il faut s'attendre justement pour le fret dans les mois qui viennent? Alors déjà, je voudrais parler de la procédure qu'il y a avant. C'est-à-dire que cette procédure, elle est injuste. Pourquoi elle est injuste? Comme je l'ai expliqué, vu que le fret n'était pas concurrentiel vis-à-vis de la route, que faisait la SNCF, le groupe SNCF? Eh bien, il subventionnait en lui-même son activité de fret. En gros, dès qu'il y avait des pertes, le groupe récupérait des pertes et de temps en temps, elle injectait de l'argent. Donc aujourd'hui, l'aide illégale de l'État, c'est l'argument de la Commission européenne pour mettre en place la liquidation de fret SNCF, ce n'est pas une aide de l'État. C'est tout simplement le groupe qui a aidé pendant des années son activité fret, mais de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement, parce que face à la concurrence de la route, s'il n'avait pas fait ça, eh ben aujourd'hui, il n'y aurait plus de train en France. Et heureusement que le groupe a aidé son activité fret et qu'il n'avait pas écouté la Commission européenne. S'ils avaient écouté la Commission européenne, aujourd'hui, il n'y aurait plus de train. Enfin. Donc, finalement, ce qui est reproché, l'origine de l'enquête qui a été faite, c'est du pipeau. C'est complètement faux. Après, sur la liquidation de fret SNCF et ce fameux plan de discontinuité, espèce de gros mot, discontinuité. Un plan de discontinuité, c'est quoi? C'est qu'en gros, il est demandé à fret SNCF que les trains les plus rentables, ce qu'on appelle les trains combinés, de les donner au privé. Cadeau. Ça, c'est 23 marchés. 23 marchés. Vous imaginez une entreprise, on vous dit votre activité est la plus rentable, vous la donnez à vos concurrents. Il faut être un peu taré. Hein. On dit demain à SNCF Voyageurs, les TGV Paris-Lyon, vous n'avez plus le droit de les faire, vous les donnez à Trenitalia. Enfin, tout le monde serait complètement choqué. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à fret SNCF. On leur dit, tes trains les plus rentables, tu t'en sépares, c'est quand même 30% du trafic. Hein. 30% du trafic de fret SNCF.
on lui demande également, si vous avez 30% de trafic en moins, de supprimer 10% des postes. Voilà. Donc il y a 500 cheminots du fret qui vont partir à TER, en gros, et qui vont quitter l'activité fret. C'est-à-dire qu'on est en 2024, tout le monde nous dit écologie, 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 écologie. Voilà. Report modal, report modal, report modal. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit à 500 professionnels de fret SNCF d'arrêter l'activité fret et de faire des trains de voyageurs. C'est une aberration. On va, à partir de décembre, début janvier, liquider fret SNCF n'existera plus. On va créer 2 filiales à la place. Une filiale de 3 privés qui s'occupera de la maintenance des locomotives et une autre filiale qui s'occupera du reste du marché, c'est-à-dire du wagon isolé et des trains qui roulent des trains qui roulent de temps en temps et qui sont généralement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette activité de wagon isolé, le privé, ça ne les intéresse pas parce que ça ne rapporte pas d'argent. C'est pas rentable. Ouais. Et donc, également, dernière cerise sur le gâteau, les biens immobiliers, aussi bien les locomotives que les immeubles de fret SNCF, il faut qu'ils vendent 40% de ces biens immobiliers, et je vous le donne en mille, et qu'ils vont le vendre à leurs propres concurrents. Donc voilà, donc on a cette situation où ça va casser l'opérateur public de fret SNCF. Alors, si on était cynique, moi je ne le suis pas, mais je pense qu'il y en a qui le sont. Ils diraient, oui, mais bon, ok, fret SNCF, c'est fini, ils sont en difficulté, mais finalement tout ça marche bien, tout ça se développe. Et bien même en étant cynique, on se rend compte qu'ils ont mis cette liquidation, ce plan de discontinuité qui ne s'est pas fait en un jour, hein, qui s'étale sur un an et demi. Ils l'ont mis en place à partir de mai 2023. Et bien en 2023, le trafic global de fret en France a diminué de 17%. C'est la plus importante baisse de trafic de trains de marchandises depuis ces 40 dernières années. 17% de fret en moins. C'est-à-dire que, y compris, tout ça a affaibli le secteur. Ça a affaibli fret SNCF, tout le monde aura compris, mais même le secteur dans sa globalité a été affaibli. Alors même qu'il disait, oui mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de report modal, il n'y aura pas de transfert du train vers la route. Si vous baissez de 17% votre trafic et qu'en gros le niveau de marchandises continue à être comme il est, c'est que vous avez transféré 17% de trafic ferroviaire vers la route. Bravo, bravo. Donc là, ils sont d'une nullité la plus totale. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'on veut faire porter à fret SNCF les problèmes de tout un système en fait de transport de marchandises sur train. Et comme tu viens de l'expliquer, c'est pas en ouvrant à la concurrence qu'on va faire qu'il y aura plus de marchandises qui seront transportées par les trains. Alors on arrive à la fin de cette première vidéo. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations, ne pas hésiter à aller sur les réseaux ou à contacter la Fédération Sudrail. On sera toujours là pour vous répondre. Donc merci pour votre écoute et puis on se dit à très bientôt. À bientôt.